À 2h30 du matin à Ouagadougou, des explosions ont brisé le calme de la capitale du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, passant d'un jeune officier au président, est soudainement devenu la cible d'un attentat complexe. Mais la question persiste. Qui est derrière cette attaque? Et pourquoi maintenant? Cet événement n'est pas qu'un simple assaut. Il défie la volonté, la souveraineté et la confiance d'un pays en plein éveil. Alors que la lumière de l'aube n'avait pas encore percé, l'histoire d'Ibrahim Traoré promet de révéler des informations jusque-là inconnues. Pour les habitants du Burkina Faso et la communauté internationale, suivre ces événements offre non seulement une compréhension de la sophistication des complots, mais aussi un aperçu de l'impact potentiel sur la région du Sahel. Comprendre ces dynamiques fournit des indications précieuses sur la sécurité et la stabilité régionale. Un micro-hook attire l'attention. Si ces opérations échouent, les conséquences pourraient s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest, modifiant le paysage politique. Les enjeux sont clairs. La sécurité nationale, la confiance du public et la position du Burkina Faso sur la scène régionale sont directement menacées. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il incarne la détermination d'une Afrique qui refuse de se soumettre aux pressions étrangères. Comme une révélation subtile, à 2h46 du matin, la contre-offensive a été lancée, neutralisant les assaillants avant qu'ils n'atteignent la cour intérieure. En moins de 5 minutes, Ouagadougou était plongé dans un silence pesant, tandis que les communications et réseaux mobiles tombaient en panne. Selon plusieurs sources sécuritaires, Ibrahim Traoré a fait face à une attaque méthodiquement planifiée, combinant explosions, tirs et brouillage électronique sophistiqués. Des SUV noirs équipés d'antennes de qualité militaire circulaient discrètement autour du périmètre du complexe présidentiel. Les analystes ont noté que certains appareils et codes de série étaient d'origine étrangère, signalant une opération hybride avec des empreintes digitales internationales. Ce contexte renvoie à un Burkina Faso fragile mais résilient. Moins d'un an auparavant, une tentative d'attaque avait été découverte, attribuée à des divisions internes. Celle-ci, en revanche, semblait trop propre, trop silencieuse et trop étrangère pour être considérée comme un incident domestique. Les habitants, témoins des événements, ont observé des patrouilles militaires et des points de contrôle surgissant dans la ville, renforçant un climat de suspicion et de peur. Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, est resté visible, visitant les troupes et inspectant les défenses. Une photo le montrant marchant dans l'enceinte, avec des impacts de balles derrière lui, est rapidement devenue virale, incarnant la détermination face au danger. Pour les Burkinabés, il est devenu le symbole du courage et de la souveraineté nationale. Cette attaque a non seulement visé la présidence, mais a percé le sentiment de sécurité de la nation, révélant combien la capitale était vulnérable face aux opérations coordonnées de haute précision. Vous avez désormais le cadre, un président jeune, un pays encerclé de menaces et un incident qui pourrait remodeler durablement la perception du pouvoir et de la souveraineté. Ibrahim Traoré, malgré la tension, demeure au centre de ce récit, à la fois cible et figure de résilience. Ibrahim Traoré a rapidement pris les devants, visitant les postes militaires et remerciant les gardes blessés pour leur bravoure. Dans le quartier de Kozam, des témoins ont décrit comment les forces de sécurité ont coordonné une riposte rapide, empêchant les assaillants d'atteindre l'intérieur du complexe présidentiel. Ces interventions initiales ont été cruciales pour éviter un désastre plus large. Un officier, sous couvert d'anonymat, a déclaré « Nous savions qu'ils n'étaient pas locaux. Leur coordination et précision dépassaient nos attentes. » Cette observation met en lumière le niveau de préparation et les compétences étrangères derrière l'attaque. En parallèle, les civils ont ressenti une peur diffuse, modifiant immédiatement le rythme de vie dans la capitale. Marchés retardés, écoles fermées, rues vides. Ouagadougou vivait sous un état de vigilance maximale. Ce scénario montre que le leadership de Traoré n'est pas seulement symbolique. Son action précoce et visible a stabilisé un instant critique,
renforçant la confiance des troupes et du public. Cela montre alors qu'un président proactif peut contenir la panique et protéger la souveraineté. Ibrahim Traoré est ainsi devenu le pivot entre le chaos imminent et le maintien d'un ordre minimal dans la ville, démontrant que la présence et la réaction rapide d'un dirigeant sont déterminantes lors de crises complexes. La nuit du mardi matin, Ouagadougou s'est transformé en un théâtre d'opérations silencieux. À 2h30, un convoi de véhicules banalisés s'approche du complexe présidentiel dans le quartier Kossam. Les premières explosions retentissent près de la barrière ouest, suivies de rafales de tirs précis. Les assaillants, agissant avec une coordination surprenante, visent à semer la confusion et à neutraliser les forces de sécurité. À 2h46, Ibrahim Traoré et son état-major déclenchent une contre-offensive méthodique. Les gardes présidentiels repoussent les intrus avant qu'ils n'atteignent la cour intérieure. Chaque mouvement est calculé. Des SUV noirs, équipés d'antennes de qualité militaire, se déplacent dans l'ombre, tandis que les communications sont brouillées et les réseaux mobiles coupés. Les témoins décrivent une scène où le silence devient plus terrifiant que le bruit des tirs. Les heures suivantes, la capitale entière vit sous un confinement strict. L'espace aérien est restreint, des points de contrôle surgissent dans chaque rue, et tout mouvement non militaire est suspendu. Les citoyens, bien que sains et saufs, ressentent l'intrusion invisible. La peur se propage comme un virus. Au lever du jour, le premier communiqué officiel annonce qu'un grave incident de sécurité a été neutralisé et que le président est sain et sauf. Mais derrière ces mots, la tension et la vigilance demeurent. Dans les jours suivants, le Burkina Faso commence à révéler l'étendue de l'opération. Des radios cryptées, des émetteurs satellites et des fragments de drones tactiques sont récupérés, présentant des empreintes digitales étrangères. Les analystes identifient des interférences provenant de nœuds IP situés hors du pays, confirmant que l'attaque était le fruit d'une planification hybride, combinant actions physiques, électroniques et psychologiques. Cette série d'événements montre comment une tentative d'assassinat peut affecter non seulement le chef d'État, mais aussi l'ensemble du pays. Ibrahim Traoré, en restant visible et actif, a transformé une crise potentiellement dévastatrice en démonstration de résilience et de contrôle. Les habitants et les forces armées prennent conscience de la fragilité de la sécurité, mais également de la détermination du président à maintenir la souveraineté nationale. Les analyses initiales ont révélé 3 points quantifiables essentiels. Premièrement, l'attaque a commencé exactement à 2h30, confirmant une synchronisation minutieuse pour maximiser la surprise. Cette précision montre que les assaillants avaient étudié les routines et vulnérabilités du complexe présidentiel. Deuxièmement, la durée de l'incident actif a été de moins de 16 minutes, de l'explosion initiale à la neutralisation des intrus. Un laps de temps aussi court indique une opération hautement planifiée, où chaque seconde comptait pour atteindre l'objectif avant l'intervention des forces locales. Troisièmement, les enquêteurs ont identifié au moins 3 points de brouillage électronique distincts dans la capitale. Ces zones d'interférence ont paralysé les communications mobiles et radio, démontrant l'usage stratégique de technologies avancées pour isoler et désorienter les défenses. Les données combinées montrent l'efficacité d'une opération hybride mêlant attaques physiques et cyber. Ibrahim Traoré, malgré le chaos, est resté visible, inspectant les défenses et rencontrant les gardes blessés, ce qui a contribué à rétablir un sentiment de contrôle. Les civils, bien que terrorisés, ont observé la rapidité et la coordination de la riposte, renforçant la perception de résilience nationale. En résumé, ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils révèlent la sophistication étrangère derrière l'attaque, la fragilité apparente des infrastructures de sécurité et l'importance d'un leadership actif en temps de crise. Ibrahim Traoré apparaît ainsi non seulement comme cible, mais aussi comme acteur central dans la maîtrise d'une situation critique, démontrant que la souveraineté et la vigilance peuvent être quantifiées
et analysée pour protéger un pays. Deux visions s'affrontent concernant l'attaque contre Ibrahim Traoré. D'un côté, certains analystes occidentaux suggèrent que la tentative pourrait être motivée par des dissidences internes, un conflit entre factions politiques cherchant à exploiter la vulnérabilité du jeune président. Selon cette perspective, le contexte historique des divisions au sein de l'armée burkinabé rend plausible l'hypothèse d'une mutinerie domestique. En revanche, des sources régionales et des experts en sécurité évoquent une origine étrangère. Les véhicules utilisés, les dispositifs de communication sophistiqués et les interférences électroniques correspondent à des signatures classiques d'opérations planifiées à l'extérieur du Burkina Faso. Des nœuds IP étrangers et des appareils avec codes de série occidentaux ont été identifiés par les équipes d'investigation. Ces éléments confirment qu'une partie de l'opération a été orchestrée avec un savoir-faire technologique et stratégique hors du territoire national. Répondant à ces deux points, il apparaît que même si des tensions internes existent, l'attaque elle-même démontre une précision et une coordination que les seules divisions internes ne peuvent expliquer. Ibrahim Traoré, conscient de cette double menace, a choisi de rester visible et méthodique, rencontrant ses troupes et supervisant les défenses. Ce comportement réduit la crédibilité de l'hypothèse purement interne, tout en soulignant le rôle central du président dans le maintien de la stabilité. Ainsi, la Stillman version la plus solide combine ces deux visions. La vulnérabilité interne fournit le contexte, tandis que l'expertise étrangère rend l'attaque possible. Ibrahim Traoré reste au centre de cette équation, sa réaction et sa stratégie démontrant que leadership et vigilance peuvent s'être contrecarrés des menaces complexes, qu'elles soient locales ou externes. Les faits montrent clairement que l'attaque a échoué non par hasard, mais grâce à une combinaison de préparation, de coordination et de commandement actif. En une phrase, la souveraineté se mesure désormais ici. À ce point critique, il devient évident que l'attaque contre Ibrahim Traoré n'était pas seulement une menace physique. Les éléments étrangers impliqués et la sophistication de l'opération signalent un message clair. Le Burkina Faso est désormais sous le regard attentif de puissances extérieures. Cette révélation change la perception initiale. Ce n'est pas un simple conflit interne, mais une démonstration de force hybride. La ville, bien que sécurisée, reste sous tension. Chaque patrouille, chaque point de contrôle et chaque perturbation de communication rappellent aux citoyens que la sécurité est fragile. Pour Ibrahim Traoré, cette situation offre une opportunité stratégique. Consolider le soutien interne, montrer une résilience visible et envoyer un signal aux acteurs étrangers que la capitale reste sous contrôle. Cette latence de menace transforme la crise en levier politique et psychologique. La compréhension que l'adversaire peut combiner technologie, timing précis et influence extérieure modifie radicalement le calcul stratégique. Ibrahim Traoré devient le centre d'un équilibre précaire, où son leadership est autant testé par la perception que par la réalité tangible. Les répercussions de l'attaque contre Ibrahim Traoré se font sentir sur plusieurs niveaux, pour les agriculteurs et communautés rurales. Dans les campagnes, la peur persiste. L'acheminement des fournitures alimentaires devient plus difficile, chaque convoi nécessitant désormais une escorte militaire. Les itinéraires sont retardés, ce qui entraîne une augmentation de 10% des retards de livraison pour certaines régions. Les habitants observent une vigilance accrue et les interactions quotidiennes se font dans un climat de prudence permanente. Pour les entreprises et investisseurs, les projets miniers et les audits de sécurité sont suspendus. Les investisseurs étrangers hésitent, citant l'instabilité. Les contrats retardés ont un impact direct sur la production et les revenus, créant une incertitude économique immédiate. La confiance dans le climat des affaires diminue, tandis que certaines entreprises locales commencent à réévaluer leurs risques. Pour les institutions gouvernementales, le gouvernement renforce le contrôle sur les communications et les fonctionnaires soupçonnés de collaboration sont interrogés. En 48 heures,
Plusieurs responsables intermédiaires ont été réaffectés ou arrêtés. Cette purge interne envoie un signal clair. La fidélité devient la priorité absolue. La bureaucratie fonctionne désormais sous un haut niveau de vigilance, modifiant les routines habituelles et les relations de travail. Pour la société civile et les citoyens urbains, les marchés ouvrent plus tard et la vie urbaine ralentit. Les citoyens communiquent avec prudence, utilisant parfois des codes pour évoquer Ibrahim Traoré. Des symboles patriotiques apparaissent dans les quartiers, brassards rouges, prières collectives, éveillées pour soutenir les forces de sécurité. L'attaque a renforcé un sentiment d'unité et de résilience, mais la peur reste palpable dans la vie quotidienne. Ces 4 groupes montrent que l'impact dépasse la sphère politique pour toucher tous les aspects de la vie sociale et économique. Ibrahim Traoré, par sa visibilité et sa réponse rapide, devient un point d'ancrage pour la nation, stabilisant les tensions et rappelant à tous la nécessité de vigilance et de solidarité. Pour les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios principaux se dessinent pour le Burkina Faso et Ibrahim Traoré. Dans un scénario de base, la situation reste tendue, mais contrôlée. Les forces de sécurité renforcent leurs protocoles et la surveillance électronique est accrue. Les attaques hybrides sont contenues localement et la population s'habitue à un climat de vigilance constante. Le gouvernement réussit à maintenir un équilibre fragile entre sécurité et fonctionnement économique, bien que certaines entreprises continuent de retarder leurs projets. Dans un scénario optimiste, le leadership visible de Traoré inspire une confiance renouvelée. Les alliances régionales se solidifient, les réseaux de renseignement coopèrent efficacement et les perturbations externes sont neutralisées avant qu'elles ne causent des dommages significatifs. Les investisseurs reprennent progressivement confiance, relançant des projets miniers et infrastructurels. La cohésion sociale se renforce, transformant l'expérience traumatisante en un vecteur de résilience collective. Dans un scénario pessimiste, les acteurs étrangers ou les dissidences internes exploitent la fragilité du pays. De nouvelles attaques hybrides perturbent la communication, l'économie et la sécurité, exacerbant l'instabilité. La méfiance se répand au sein des institutions, ralentissant la prise de décision et augmentant le risque d'erreur. L'isolement international et les sanctions potentielles accentuent la vulnérabilité, rendant le pays plus sensible aux pressions extérieures. Recommandations stratégiques. Ibrahim Traoré et son équipe doivent adopter une approche proactive, en anticipant les menaces et en renforçant à la fois la sécurité physique et numérique. Une planification adaptative et un dialogue continu avec les communautés et alliés régionaux sont essentiels pour minimiser les risques et maximiser la résilience nationale. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président. Il devient un symbole pour différentes couches de la société. Pour le premier groupe, celui des étudiants et jeunes urbains, les étudiants observent la réaction rapide et méthodique du président. Des veillées et discussions en ligne émergent, stimulant un sentiment d'engagement civique. Ils apprennent que vigilance et responsabilité individuelle sont essentielles pour protéger la nation. Pour le deuxième groupe, celui des citoyens des zones rurales, dans les villages, les habitants participent à des programmes de soutien aux forces locales, offrant des denrées et protégeant les itinéraires de livraison. Ces actions renforcent la cohésion et montrent que chaque citoyen peut influencer la sécurité collective. Pour le troisième groupe, celui des professionnels et entrepreneurs, les acteurs économiques ajustent leur stratégie, intégrant la sécurité comme priorité. Les audits de sécurité et la planification proactive deviennent des normes pour limiter l'impact des perturbations futures. À travers ces groupes, le message est clair. La résilience dépend de la participation active de tous. Les actions de Traoré montrent que leadership et exemple inspirent la population. Suggestions. Instaurer des plateformes locales
pour informer et coordonner les communautés et organiser des ateliers pour renforcer la sensibilisation à la sécurité et la résilience collective. L'interaction entre le président et ses groupes crée une dynamique où la peur se transforme progressivement en détermination et en coopération. Ibrahim Traoré incarne un point de repère, rappelant à chaque citoyen que la souveraineté et la sécurité sont des responsabilités partagées. Pour renforcer la sécurité et la résilience nationale après l'attaque, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont établi un plan en 5 étapes. En ce qui concerne la surveillance et le renseignement, les forces armées et les agences de sécurité doivent intensifier la surveillance des zones sensibles immédiatement. Les progrès seront mesurés par le nombre d'incidents détectés et neutralisés avant impact. En matière de communication et de coordination, les responsables civils et militaires doivent établir des canaux de communication sécurisés d'ici 1 mois, avec des protocoles de réponse rapides pour toute menace et émergente. La réussite se mesurera à la réactivité et à la fluidité des échanges entre équipes. Pour ce qui est de la sensibilisation de la population, les communautés locales participent à des programmes de vigilance et de soutien. Chaque trimestre, des ateliers et campagnes seront évalués selon le taux de participation et la capacité des citoyens à signaler efficacement les anomalies. Concernant le renforcement économique, les entreprises et projets critiques sont soumis à des audits de sécurité. Les indicateurs incluent le nombre d'infrastructures sécurisées et la continuité des activités malgré les perturbations externes. En ce qui concerne les alliances régionales et internationales, Traoré engage des partenariats stratégiques avec les pays voisins et organisations régionales. Le succès sera mesuré par l'échange d'informations, la coordination des actions et la réduction des incidents transfrontaliers. Ce plan fournit un cadre clair où chaque acteur connaît ses responsabilités et l'aider les associés. Ibrahim Traoré joue un rôle central dans la supervision, assurant que chaque étape soit mise en œuvre efficacement. L'objectif ultime est de transformer la vulnérabilité exposée par l'attaque en une force, consolidant la sécurité, la souveraineté et la résilience du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, encore présent sur le terrain malgré le chaos, revient comme figure centrale dans l'esprit des Burkinabés. Ses visites aux troupes et aux gardes blessés, P4, sont rappelées comme preuve tangible de sa résilience. Chaque image de lui marchant parmi les ruines avec des impacts de balles en arrière-plan devient symbole de courage et de détermination. Pour les citoyens, ces souvenirs incarnent la souveraineté et l'unité. Dans les écoles, les discussions autour de Traoré servent d'exemple de responsabilité civique. Dans les marchés et quartiers urbains, les habitants racontent les événements comme des histoires de survie et de vigilance collective. Le président n'est plus seulement un dirigeant, il est un repère moral et stratégique. Phrase d'Anne. En haut, Traoré montre que courage et vigilance sauvent la nation. Cette approche narrative rappelle que l'attaque initiale, bien qu'effrayante, a forgé une identité commune et un sentiment de fierté. Ibrahim Traoré devient ainsi le point de convergence entre l'histoire récente du pays et l'avenir à construire, consolidant son rôle de leader dans la mémoire collective et la conscience nationale. Alors que le Burkina Faso se reconstruit et renforce sa vigilance, chaque citoyen a un rôle à jouer. Les étudiants, les entrepreneurs et les communautés rurales sont invités à participer activement aux initiatives de sécurité et de solidarité. Les brassards rouges, les veillées et les gestes de soutien symbolisant un engagement collectif envers la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré incarne cette unité, mais le maintien de la sécurité et de la résilience dépend également de la vigilance quotidienne de chacun. Les plateformes locales et les réseaux communautaires offrent des moyens concrets de rester informés et de collaborer avec les forces de sécurité. Les médias sociaux et les initiatives éducatives permettent aux citoyens de partager des informations fiables et de renforcer la cohésion sociale. Question ouverte. Comment allez-vous contribuer à protéger la souveraineté
et l'avenir du Burkina Faso. Cette conclusion transforme l'histoire en un appel à l'action, invitant le spectateur ou lecteur à réfléchir à son rôle dans la préservation de la sécurité et des valeurs nationales, tout en renforçant le lien entre la figure présidentielle et la population.